Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, du moins avec un format un peu différent de celui qu'on a d'habitude. Je vous explique. L'idée, c'est d'avoir un épisode un peu plus parlé, un peu moins rédigé que d'habitude, et peut-être de mettre ça en place pour les prochains épisodes aussi. Il y a plusieurs objectifs derrière cela. Déjà, pour vous, les auditeurs, vous avez peut-être un peu moins besoin de vous concentrer, que les informations sont un peu moins denses, que ça aille un peu plus lentement pour rendre l'écoute plus agréable. Le deuxième objectif, c'est aussi pour moi que ça prenne un tout petit peu moins de travail, un peu moins d'heures à rédiger les moindres phrases, les moindres mots. Ça rendra aussi peut-être l'expérience plus cool pour tout le monde. Donc je me réjouis d'essayer ça. Après, vous inquiétez pas, l'idée générale du podcast, c'est toujours la même. Donc de faire un retour en arrière sur un élément marquant de l'histoire du sport qui soulève des problématiques plus globales, de vous décrire ça, de décortiquer ces problématiques, de réfléchir dessus et bien sûr de prendre du plaisir à le faire en passant un bon moment tous ensemble. Et justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une problématique, un enjeu majeur du sport, en s'intéressant au sport féminin. Pour ce faire, on va d'abord contextualiser le tout, en reparlant du XXe siècle jonché par des mouvements féministes, mais aussi des résistances à ces mouvements, et en s'intéressant à la place de la femme dans le sport durant toute cette période. Puis après, on se penchera sur un événement particulier, une période un peu charnière, avec le début des années 70, et une sorte de révolution initiée dans le tennis par les joueuses elles-mêmes, qui ont essayé de changer les codes et d'atteindre un statut équivalent à celui des hommes dans leur sport. Enfin, évidemment, on consacrera la fin de l'épisode à se poser la question, qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est la place de la femme dans le sport ? Et quelle est la place du sport féminin dans l'écosystème sportif ? Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir voir s'il y a eu une réelle évolution depuis justement ces années 70. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, alors pour commencer, on va évidemment faire un petit retour en arrière pour se remettre un peu dans le contexte, parce que si vous n'êtes pas au courant, c'est pas si nouveau que les femmes sont désavantagées et discriminées. Et là, je parle pas forcément que dans le sport, mais dans la société en général. Et c'est pas non plus nouveau que les femmes luttent pour leurs droits. En fait, ça a été le cas tout au long du XXe siècle, et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors même avant, il y avait déjà des prémices de réflexion sur la place de la femme, mais les vraies revendications vont vraiment commencer, enfin quand je dis vraies revendications, c'est vraiment des revendications organisées, elles vont commencer justement au début de ce XXe siècle, avec ce qu'on appelle la première vague féministe, qui a pour revendication principale le droit de vote pour les femmes aussi. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler du mouvement des suffragettes, qui est un des premiers mouvements féministes qui est né en Grande-Bretagne au début du XXe. Leur revendication principale, comme j'ai dit, c'est le droit de vote pour les femmes, et à ce moment-là, il y a très peu de pays qui l'ont déjà accordé. Ce qui va pas mal marquer avec les suffragettes, c'est que pour se faire entendre, elles vont pas uniquement écrire ou théoriser, elles vont vraiment agir. Elles jouent sur la provocation, ce qui les distingue des suffragistes, qui est un autre mouvement féministe avec le nom qui est assez proche, mais à la même période, et qui revendique aussi le droit de vote, mais les suffragistes, elles le font assez pacifiquement. Par contre, les suffragettes, elles vont vraiment agir de manière active en mettant des choses en place comme des grèves de la faim, des grosses manifestations avec des manifestantes plutôt violentes qui s'attachent à des monuments, qui usent de méthodes dites terroristes, en posant même parfois des bombes, ou encore avec l'exemple assez marquant d'Emily Davison en 1913 lors d'une course de chevaux à l'hippodrome d'Epsom, qui entre justement sur l'hippodrome et se met face aux chevaux, se fait écraser et elle meurt là pour ses idées. Mais c'est justement ce genre de stratégie offensive et radicale qui permettent aux suffragettes de se faire connaître et surtout de faire connaître leurs problèmes, leurs revendications du droit de vote, de faire parler d'elles. Évidemment, cette manière de faire relativement violente, elle va entraîner des affrontements avec la police, une forte répression de la part du gouvernement et de nombreuses arrestations. Mais le but quand même des suffragettes, c'est de faire parler, de faire réfléchir, et ça marche.
Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la division sur les moyens de revendiquer entre les suffragettes et les suffragistes, eh ben ça va quand même payer. En 1918, les femmes de plus de 30 ans en Grande-Bretagne obtiennent le droit de vote. C'est aussi une sorte de récompense pour l'effort de guerre fourni par la gente féminine durant la Grande Guerre. Elles avaient alors remplacé les hommes dans les secteurs de production notamment. Ailleurs aussi, dans la lignée, les femmes, elles obtiennent le droit de vote, notamment en 1920 aux États-Unis ou en 1944 en France, et encore, j'ai noté, en 1961 au Paraguay, si ça vous intéresse, pour tous les Paraguayens qui m'écoutent. Alors les combats ont payé, les femmes peuvent voter, c'était la revendication numéro 1, mais on est d'accord, il n'y a toujours pas vraiment d'égalité totale entre les hommes et les femmes. Genre, vraiment pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour les féministes de la première vague, le combat pour le droit de vote était tellement central qu'on a l'impression que c'était un peu leur seul combat. Du coup, une fois qu'elles ont acquis ce droit, le mouvement il va être un peu moins puissant, vu qu'il est, entre guillemets, déjà arrivé à ses objectifs. Ensuite, on est dans une société à tradition patriarcale. Alors oui, elles ont bien aidé pendant la guerre, les femmes, oui, on va les laisser voter, mais bon, faut pas déconner non plus, elles vont pas occuper des postes à responsabilité. Donc, retour à la maison, dans la sphère domestique pour les femmes qui ont œuvré pendant la guerre. Dans l'entre-deux-guerres, on assiste à un retour en arrière de l'émancipation de la femme. Enfin, que ce soit après la Première ou après la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Europe, ils ont un problème. C'est qu'ils ont perdu des gens, donc faut refaire des enfants. Ils mettent en place des politiques natalistes pour repeupler, qui poussent les couples à faire un maximum d'enfants. Donc voilà, on est au milieu du XXe siècle, et malgré les avancées de la première vague féministe, finalement, on a un peu de retour à la case départ pour la gente féminine, qui est plus que jamais confinée dans la sphère privée, alors que l'homme, lui, peut opérer dans la sphère publique. Ça donne un monde clairement dominé par les hommes, c'est eux qui prennent les décisions. Pour vous donner quelques exemples des droits de la femme qui sont assez faibles et clairement dominés par l'homme, en France par exemple, jusqu'en 1965, une femme mariée, elle peut pas travailler sans autorisation de son mari, officiellement. Autre exemple, jusqu'en 1970, l'article 213 du Code civil stipule que, je cite, « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari ». Écoutons ce qui se disait en 1965. Il y a des femmes qui sont très fortes, mais perdent de leur féminité lorsque justement ils égalent trop les hommes. Ce que j'aime chez la femme, c'est sa féminité justement. Presque sophistiquée, objet fragile. Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a assez à faire à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer. Vous pensez qu'une femme n'a pas le droit justement de se mêler à la politique En principe, elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari. Bref, vous l'avez compris, dans les années 60, c'est l'homme qui domine le monde. Mais qu'en est-il dans le monde du sport? On sait que le sport, il a souvent tendance à suivre ce qui se passe en dehors. S'il y a un exemple qui est assez frappant, c'est celui de la place de la femme dans le sport, qui évolue au XXe siècle, de la même manière que la place de la femme évolue dans la société. Alors je vous épargne ce qui se disait avant les années 1900, mais en gros, les femmes, elles pouvaient pas trop faire d'activité physique parce que ça pourrait endommager leur physique et leur fertilité. Vous le savez, à la fin du 19e, il y a une approche très scientifique de toutes ces questions-là, et on se questionne sur les relations du sexe, de l'ethnie avec le sport. C'est ce qu'on disait dans le dernier épisode sur les Jeux de Saint-Louis, c'est un moment dans lequel on essaye de théoriser les rapports entre le sport et l'appartenance à une certaine ethnie. Vous vous rappelez de ces théories fumeuses pour en gros prouver, soi-disant, que l'homme blanc dominait le sport comme il était amené à dominer le monde, ce sera la même chose avec le rapport homme-femme. Donc globalement, pas trop de place pour les femmes dans le sport. On favorise quand même quelques pratiques pour elles dans une vision hygiéniste, des pratiques qui devraient faire du bien à leur santé, comme la gymnastique par exemple. Dans d'autres sports, fraîchement inventés, il y a quand même une pratique féminine, mais avec des règles différentes par rapport aux hommes. Par exemple, au basket féminin, c'est interdit de prendre le ballon dans les mains de l'adversaire pour, je cite, ne pas perdre sa grâce et sa dignité. Aussi, bien sûr, on a l'habillement qui est différent, avec une robe obligatoire, ce qui facilite pas, par exemple, tout simplement le mouvement, ou alors un dribble entre les jambes au basket, vous imaginez. Heureusement, comme il y a des contestations dans la société sur la place de dominer accordée aux femmes, il y a aussi des contestations dans le monde du sport.
Déjà, on a les suffragettes, de nouveau, dont on a parlé avant, qui pénètrent ce bastion masculin qu'est le sport en s'initiant au sport de combat, et notamment au jujitsu, pour se défendre par elles-mêmes. Certains parlent de suffragitsu pour évoquer cette période où les suffragettes se sont mis à cet art martial, ce qui est un sujet intéressant si ça vous intéresse, si on souhaite une fois creuser un peu plus en détail et en parler dans un épisode. Aussi, comme sorte de résistance à ce sport qui est ultra dominé par les hommes, on a des organisations sportives féminines qui émergent au début du XXe siècle, par exemple localement, avec plusieurs championnats régionaux, où les femmes se mettent au football par exemple pendant la Première Guerre, mais aussi plus globalement avec des fédérations féminines dont le but est de promouvoir le sport des femmes en organisant des compétitions. La Fédération des sociétés féminines sportives françaises, je vous donne l'acronyme FSFSF, qui organise des compétitions nationales d'athlétisme ou de natation où les femmes ne peuvent normalement pas participer. On a aussi la FSFI, Fédération sportive féminine internationale, pour offrir une alternative aux Jeux Olympiques. Comme figure de proue de ces fédérations, on a Alice Milia, qui est une Française qui a beaucoup œuvré pour le sport féminin, qui est à la tête justement de ces deux fédérations et dont on reparlera peut-être un jour. Super, le sport féminin se développe. Mais encore une fois, ça va pas plaire à tout le monde. Comme pour le droit de vote, il y en a certains qui vont critiquer cet accès au sport pour les femmes, dans le but de le limiter. Et ils ont vraiment des super arguments. Premièrement, on en a parlé, mais selon les médecins, ça pourrait nuire à la capacité des femmes de se reproduire. Et en période de guerre ou après, c'est hyper important de se reproduire. Il faut donc pas qu'elles fassent de sport parce qu'elles sont trop fragiles. Avec un mythe même qui est partagé à cette époque que pendant le sport, l'utérus de la femme pourrait tomber et ainsi les rendre stériles. Deuxième super argument, et je précise, c'est les arguments évoqués à l'époque, c'est pas les miens, une femme qui souffre, c'est pas beau quoi. Et on en parlera à de nombreuses reprises, mais cette notion d'esthétisme, c'est hyper important dans la représentation imagée traditionnelle de la femme. Aussi bien qu'un homme doit être fort, une femme doit être belle. Voilà encore des mythes partagés qui n'ont pas vraiment lieu d'être, mais qui mènent à des discours assez discriminatoires. L'idée c'est qu'une femme, elle doit être belle pour attirer les hommes, et encore une fois, pour se reproduire. Laissez-les tranquilles avec cette procréation, cette reproduction, comme si c'est la seule chose qu'elles pouvaient faire sur Terre. Du coup, certaines disciplines, elles sont interdites aux femmes à cette époque, parce qu'elles sont présumément trop dures. Elles peuvent pas courir un marathon olympique avant 1984 par exemple. Il y a une autre histoire, celle de Catherine Switzer, on en reparlera une autre fois, mais qui court un marathon en s'étant inscrite avec un nom masculin pour passer un peu sous les radars et qui en gros se fait arrêter par l'organisateur de manière assez violente. Bref, j'en parle pas trop. Aussi, on a dans cette idée d'esthétisme des tenues sportives qui leur sont imposées pour répondre aux standards de beauté et de décence qu'on attend des femmes. Donc le sport en robe, on en a parlé, en chaussures de ville, évidemment pas idéal pour pratiquer le sport. D'ailleurs, cette idée que le sport et la souffrance sont pas faits pour les femmes pour des raisons esthétiques, ça me fait penser à un truc, à une archive que j'ai vue il y a pas longtemps et que du coup je vais vous partager. C'est un débat sur le cyclisme féminin entre Marc Madiot, qui était un cycliste professionnel à l'époque et qui est aujourd'hui directeur sportif d'une équipe professionnelle, et Jeannie Longo, qui était une cycliste féminine. Alors ce débat il intervient un peu plus tard, dans les années 80, mais il illustre bien cette vision très esthétique de la femme. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... C'est charmant. Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Tiens, mais pourquoi Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux, moi ça ne me plaît pas. Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir, c'est mon point de vue personnel. On peut pas dire... Maintenant, si ça te plaît t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout. J'attaque en général le cyclisme féminin. Je crois que... Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et des chaussures un peu plus jolies. Je pense que l'heure de record du monde. Donc on voit bien ici cette représentation de la femme presque comme un objet qui se doit d'être beau, et c'était il y a pas si longtemps. Mais bon, j'aime bien la réponse quand même de Jeannie Longo. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. Comment ? On ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Bon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à...
Hé, bien joué Janie, tu t'es pas laissé faire, tu leur as bien répondu, 1 point pour toi. Bref, tous ces arguments sont évoqués par des hommes pour conserver une domination masculine dans le champ sportif et dans la sphère publique. Mais ce sont pas des arguments scientifiques. Sérieusement, est-ce que quelqu'un a déjà vu un utérus tomber pendant qu'une femme faisait du sport ? Personnellement pas. Et malgré ces arguments, le sport féminin va quand même être inclus au JO à partir de 1928, alors que Pierre de Coubertin n'est plus président. C'est peut-être bien d'ailleurs parce que lui disait que une Olympiade femelle est impensable et impraticable, leur rôle devrait surtout être de couronner les vainqueurs. Coubertin, à la base du sport, ça en dit long de nouveau sur la pensée de l'époque. Mais du coup, les femmes peuvent participer dès 1928 à ces Jeux. Cependant, paradoxalement, on peut se demander si cette insertion au jeu du sport féminin, c'est une bonne chose pour elles. Désormais, ça veut dire que ce sport est plus visible et reconnu, effectivement, mais le sport féminin est désormais dirigé par des hommes, qui ont peut-être des intérêts divergents et peuvent faire comme bon leur semble. Par exemple, supprimer une discipline parce qu'estimée trop dure, trop de souffrance, pas possible pour les femmes. C'est le cas du 800 mètres qu'on estime trop dur et qui sera retiré des JO jusqu'en 1960. Donc même s'il s'institutionnalise de plus en plus, le sport féminin rencontre toujours des résistances. La majorité des acteurs du sport, qui sont des insiders inclus dans les sphères sportives, qui sont des hommes, sont défavorables au développement du sport féminin. Et ça s'arrange pas parce que le monde extérieur aussi, avec ses conjonctures, favorise pas trop la place des femmes dans le sport. Premier exemple des idéologies extérieures qui influencent un peu un non-développement du sport féminin, c'est la montée des nationalismes dans les années 30, avec la mise en place de plusieurs régimes totalitaires en Europe, qui se développent avec une vision très patriarcale de la société, dominée par l'homme. On met donc en avant la virilité comme une valeur importante dans la société. Et ça, on le fait notamment à travers le sport, qui est un super outil de propagande, on le sait, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, notamment le fascisme italien, qui utilise le sport dans les années 30 pour montrer à son peuple l'idéal à suivre. Et pour mettre en avant cet idéal viril, le Parti national fasciste utilise évidemment la figure de certains champions, et pas des championnes évidemment. Même Mussolini lui-même met son corps en scène, torse nu, dans les journaux, musclé, pour montrer vraiment ce rapport entre virilité, sport, fascisme et réussite selon lui. Il y a donc peu de places qui sont accordées aux femmes dans la sphère publique de ces régimes nationalistes. Ce sont juste des mères en soi qui sont destinées à faire des enfants pour la patrie. Et il y a encore moins de places qui sont accordées pour elles dans les sports nationalistes. Ensuite, évidemment, autre fait important de ce siècle, après les années 30, il y a la Seconde Guerre mondiale, qui met un peu le sport entre parenthèses. Du coup, tous les efforts qui avaient été fournis pour développer un peu le sport féminin post-Première Guerre mondiale, ils sont un peu réduits à néant. Le sport féminin retourne à la case départ. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, on en a déjà parlé, mais les pays veulent se reconstruire avec un effort de repeuplement à fournir principalement par les femmes. Les femmes retournent dans la sphère privée, dans la sphère domestique, pour s'occuper de ces nouveaux enfants qui vont repeupler ces pays. Donc pas trop de place pour le sport pour elles. Enfin, toujours sur cette période post-Seconde Guerre mondiale, dans la plupart des pays, en Europe surtout, qui a beaucoup subi de pertes pendant la guerre, on cherche à se reconstruire et on a peu de ressources à disposition. Il faut donc faire des choix stratégiques sur où mettre l'argent. Dans le sport, par exemple, on se concentre du coup beaucoup plus sur le sport masculin. Très peu d'argent est donné pour développer le sport des femmes. Je parle ici en tout cas de l'Europe de l'Ouest, parce que le bloc de l'Est, lui, attribue aussi des ressources aux femmes pour briller à l'international à travers le sport, avec l'Union soviétique qui arrive aux Jeux Olympiques dès 1952. Donc voilà, on a traversé cette première partie du siècle, et on arrive dans les années 60, et le sport féminin reste toujours bien marginalisé. Si vous êtes toujours pas vraiment convaincu, je vous donne encore quelques faits. Déjà, les femmes représentent que 13% des athlètes aux Jeux Olympiques en moyenne sur la décennie 1960. Par exemple, aussi, les femmes n'ont pas le droit de participer officiellement à un marathon ou à des courses de longue distance. Dans certains pays, elles n'ont pas le droit de jouer au foot. Aussi, au-delà de leur participation, ce qui est marquant, c'est que leur représentation, elle est clairement différente de celle des hommes. On vante les exploits de ces messieurs, mais les femmes championnes, elles, on parle surtout de leur beauté, leur élégance, leur modernité, qui est mise en avant notamment dans les magazines. On parle beaucoup moins de leur capacité réelle.
Petite précision, juste ça c'est pas moi qui le dis, c'est ce que montre une étude sur la représentation des femmes dans les médias dans les années 60 en Suède, qui a été réalisée à l'université de Stockholm. Je vous mettrai la référence sur mon Instagram. Et pour en rajouter encore un petit peu, cerise sur le gâteau, mais ça semble normal à l'époque pour la majorité des gens, on parle toujours que de l'esthétique quand on parle du sport féminin. On écoute. Une jeune fille sur un vélo, c'est pas tellement gracieux pour une femme. Bon, c'est un sport masculin, je pense, par excellence. C'est une distraction, mais ça peut pas être une compétition pour une femme. C'est inesthétique, ce n'est pas féminin du tout. Pour les jambes, je trouve que ça, une femme qui est trop musclée, c'est pas bien. Il ne faut pas en faire une compétition, parce qu'à ce moment-là, bien entendu, il y a un trop gros développement des muscles qui nuit à l'esthétique. Voilà, les femmes sont donc marginalisées dans le monde du sport dans les années 60, mais en dehors du sport aussi, on voit que malgré les avancées qui ont été faites depuis le début du siècle, il y a toujours des grosses différences entre les sexes dans les sociétés sur les questions de représentation de la femme, de droits de la femme, etc. Après leurs grandes sœurs de la première vague, les suffragettes, les suffragistes notamment, qui ont obtenu le droit de vote, il est temps pour le mouvement féministe 2.0 de naître, celui qu'on appelle la deuxième vague, qui est daté généralement entre les années 1960 et 1980. Durant cette période, ces féministes de la deuxième vague, donc, prennent la parole pour faire bouger les choses. On a notamment, par exemple, Betty Friedan, qui écrit « La femme mystifiée », qui est une critique de l'image qu'on se fait de la femme et de la famille. Cette idée de laisser la femme dans la sphère privée, en fait, pour elle, c'est gâcher le potentiel de la moitié de la population. Et elle a quand même plutôt raison, j'ai l'impression. On a aussi des actions féministes qui se mettent en place, des actions plus symboliques, qui contrastent un peu avec ce que faisaient les suffragettes au début du siècle. Pour donner un exemple un peu sympa, un groupe féministe organise les funérailles de la féminité traditionnelle en 1968 au cimetière militaire américain d'Arlington. On a aussi de nombreuses autres actions, je vais pas toutes les citer. En gros, le but de cette seconde vague féministe, c'est de revendiquer plusieurs choses, et je vais vous les énumérer. Premièrement, elle lutte pour la liberté du corps de la femme. Le corps des femmes leur appartient, les questions qui sont liées à ce corps devraient leur appartenir aussi. On parle là de questions comme le droit à la contraception ou à l'avortement notamment. Ces droits sont obtenus dans de nombreux pays en Occident, au tournant des années 70, mais ils ont ensuite de la peine à être mis en place rapidement. Dans la même veine, ces féministes deuxième génération revendiquent la libéralisation sexuelle. Les femmes ne sont pas des objets, elles peuvent être autre chose que belles, pas juste décrites selon le point de vue de l'homme, elles peuvent être autre chose que désirables, et c'est aussi pour ça qu'elles se battent. Elle demande aussi, on peut dire deuxièmement, une certaine égalité dans le monde professionnel, donc avec un accès égal aux différents corps de métier, un partage des tâches mieux réparties, donc peut-être plus de femmes dans le monde professionnel, un peu plus d'hommes dans le monde domestique, c'est ce dont on parlait avant, et évidemment, l'un des points centraux de leurs revendications, c'est des salaires égaux pour les hommes et les femmes. Enfin, alors c'est pas la dernière revendication, mais c'est peut-être la dernière qu'on va mettre en avant, elle demande une meilleure représentation des femmes dans les rôles à responsabilité. Avoir plus de femmes en politique, par exemple. Qu'on arrête d'invisibiliser les femmes en leur attribuant un simple rôle domestique, mais qu'elles puissent prendre réellement des décisions qui pèsent. Ce qui est intéressant d'observer pour nous ici, c'est que ces revendications, si on y pense, c'est un peu les mêmes dans le domaine sportif. Disposer de son corps, pas que comme des objets, donc qu'on arrête un peu ces commentaires désobligeants qui parlent juste de l'esthétique des athlètes féminines, une égalité professionnelle, salariale notamment, quand on sait que le prize money de certains tournois, à Wimbledon par exemple, en 1968, est de 2000 pounds pour les hommes et 750 pounds pour les femmes, et dans le sport, comme en dehors, les femmes demandent aussi plus de rôles à responsabilité. Il y a très peu, voire pas, de femmes entraîneuses et dirigeantes à cette époque. On sait par exemple qu'il n'y a pas de femmes membres du CIO avant 1981. Voilà, on se retrouve à la fin des années 60, et pour récapituler un petit peu, on a vu que dans le sport comme ailleurs, il y a eu une première poussée qui a permis aux femmes d'acquérir certains droits, notamment le droit de vote ou celui de faire du sport, mais que le système est toujours pas totalement égalitaire, voire pas du tout. Il est donc temps de faire changer les choses, il est temps pour la révolution.
Mais pas si vite en besogne. Tu connais, si c'est pas le premier épisode de Sportivement Vôtre que t'écoutes, il est surtout temps pour une petite pause. Tout le monde a besoin de respirer un petit coup. Donc à toi de voir ce que tu veux faire. Descendre dans la rue pour aller te battre pour les droits des femmes, c'est une option. Passer directement à l'épisode 2, une autre option. Et je t'en propose une troisième, une petite pause musicale avec les meilleurs tubes de l'année 73, centrale dans notre épisode, que tu retrouveras en description de l'épisode. Sportivement Vôtre, à tout de suite.